Tu enregistres ou pas là? Ouais. Je vais lui faire un deuxième trou de balle à ce film. Tu m'entends? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine n'a pas eu vraiment le choix de sa programmation tant elle s'impose au monde entier. On va évidemment causer de Star Wars épisode 7, le réveil de la force, le grand retour de la franchise la plus culte de l'univers connu qui reprend les choses là où elles se sont arrêtées en 1983 en tentant au maximum de nous faire oublier les pénibles souvenirs de l'éprouvante prélogie des années 90-2000. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça, on casse exceptionnellement le format de Nos Ciné pour une spéciale au timing élargi avec une bonne partie de l'équipe réunie ici au Tank et même quelques invités, vous verrez. Avant de démarrer, énorme message d'avertissement, cette émission sera truffée de spoilers. Si on veut parler correctement du film, on va pas tourner autour du pot, on dira tout. Donc si vous ne l'avez pas vu, que vous voulez garder la surprise, appuyez sur pause, écoutez un ancien numéro, faites ce que vous voulez, mais au moins vous êtes prévenus, ce sera pas la peine de venir chialer dans les commentaires, on sera intraitable. Voilà, c'est dit, allez, c'est Nos Ciné épisode 33 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je disais que nous avions des invités, ils sont là, je vais les présenter. C'est Mathieu Mandeloni et Baptiste Schweitzer, tous les deux journalistes à France Info, où ils ont produit la série Génération de Jedi sur l'influence de Star Wars, à retrouver sur le site jedi.franceinfo.fr, qui a donné lieu à un livre du même nom qui est paru aux éditions Fantasque France Info. Merci à tous les deux d'être venus, les garçons. À votre côté, il y a une bonne partie de la team Nos Ciné. Je vais essayer de faire le tour de table. Il y a Stéphane Moïsakis, Daniel Andreev, Alexandre Arvaux, David Honora, donc Mathieu Mandeloni, je l'ai dit, Yannick Dahan, Julien Dupuis et Rafik Djoumi, qui n'a pas vu le film, qui est le seul. Et qui sera là pour troller. C'est ça, qui va te troller, tu parles, tu vas souffrir, ouais. Parce qu'on va tout raconter. Puis on a une grosse pensée pour notre ami à la technique, Jules, qui lui non plus n'a pas vu le film et qui voulait se garder la surprise et qui va du coup passer une très mauvaise demi-heure avec nous. Bon, qui c'est qui veut commencer à attaquer sur Star Wars? Peut-être nos deux invités, Mathieu et Baptiste. Mathieu, c'était comment Star Wars 7? C'était comment? J'ai l'impression d'entendre oui, quelqu'un une de chronique France bien Info. connue sur C'était France comment? Non, c'est un bon Star Wars. Honnêtement, c'est un très bon Star Wars pour moi. La moitié de l'équipe qui vient de partir. Ouais, non, mais je sens que je vais être un peu seul là-dessus, avec de grosses réserves. Non, mais ça marche. Tu n'es jamais sans seul. déconner, ça marche. On arrive, on s'en prend plein la gueule pendant 2h15. Il y a de l'action, il y a des sabres laser, il y a des combats spatiaux, il y a une histoire de filiation. Enfin voilà, ça reprend tout. Moi, ce qui m'a déçu en fait dans cet opus, c'est que ça n'invente rien. C'est-à-dire que vous prenez le 4, vous prenez le 5, vous mixez. Vous mettez ça au goût du jour avec une meuf et un black, et puis voilà, c'est emballé, c'est posé. On a Star Wars 7, made in 2015, by J.J. Abrams. Baptiste? Ouais, je suis assez d'accord avec Mathieu, on est toujours d'accord d'ailleurs. Ouais, je vois ça. C3PO, R2D2, à vous de voir lequel est qui. Mais oui, ça n'invente rien, c'est pas très original. On prend le scénario du 4, 5, 6 et ça donne le 7, ou au moins du 4, 5. Après, c'est excessivement bien fait. Faut mettre son cerveau, pas complètement, mais il faut se laisser embarquer. Si on se laisse embarquer, c'est très sympa. Si on commence à pinailler, ça l'est pas. Je crois que ça a pas mal pinaillé, non? Il y a Julien Dupuis qui est juste à côté de toi, qui a levé les yeux quand tu as dit que c'était très bien fait. Julien. Oui, non, parce que moi je m'attendais quand on voit les bandes annonces, etc., je m'attendais à avoir un décalque et à un film qui n'arrivait pas à passer au-dessus de ses aïeux. Et oui, c'est le cas, hein, mais de façon bien appuyée et assez embarrassante. Mais, embarrassant pourquoi alors? Embarrassant parce que justement le vrai problème il est ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'en est même pas là. Je trouve que c'est un blockbuster indigent. C'est pas écrit. Tu veux dire en dehors de l'univers Star Wars? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est blindé de Deus Ex Machina, mais c'est pas possible. Il y a de la caractérisation de cochons sur les personnages principaux et même sur les personnages secondaires qui ont été bien vendus par la promo. Je pense au capitaine Phasma qui me fait encore pleurer aujourd'hui, oui. C'est vrai que c'est un peu du gâchis. Ouais. Voilà, c'est tout à fait embarrassant. Et puis ça fait se sentir vieux en fait. En plus, voilà, un peu comme Indica, tu sors, tu dis ah là là, je suis vieux, j'ai 40 ans, c'est pas possible, c'est vieux, c'est loin derrière moi tout ça. Daniel, je crois. En fait, on va les trier, je sens le film. Donc, je crois qu'il faut juste mettre l'emphase sur une chose, c'est qu'on est sorti quand même de l'aura merdique qu'avaient les épisodes 1, 2, 3, qui étaient vraiment, qui sont assez irregardables. Et au moins, je pense qu'un gosse peut s'amuser là-dedans. J'ai vu mon petit neveu, il était tout jouasse et tout ça. Donc, je n'ai pas aimé ce film évidemment, mais je suis empathique. Évidemment. Voilà, c'est mon petit guillemets. Je suis empathique avec les gamins qui kiffent ça et ils ont retrouvé un peu. Ce qu'ils avaient pas eu dans l'épisode 1, 2, 3 et qui pensaient que c'était vraiment. Les gamins, ils aiment les préquels, hein.
Ils aiment les forcément prélogies, ils aiment bien Alvin la et prélogie, Chipmunks, donc c'est pas vraiment un gage de qualité non plus. Moi je trouve que ça fait réévaluer les préquels, au contraire. Ouais, puis je rappelle ce qu'on s'était dit tout à l'heure aussi, qui est quand même assez marrant, c'est que à la sortie de La Menace Fantôme, ça a pas été une charge furieuse contre le film. Faut arrêter de rêver. C'est-à-dire qu'il y a la part de fantasme monstrueuse qui est là, qui fait que c'est extrêmement difficile à en parler. De toute façon, ceux qui n'auront pas envie d'entendre et qui resteront dans leur fantasme, resteront là-dedans, et c'est très très bien. Et Star Wars, ce sera génial parce que c'est Star Wars et qu'il y a des sabres laser et des vaisseaux spatiaux. Notre job à nous, et là tu m'excuseras Daniel, mais on peut excuser tous les films sous le prétexte de dire mais mon petit neveu il a aimé. Est-ce que c'est notre rôle à nous? Si notre rôle à nous c'est d'arriver et de dire bon les enfants ils vont aimer, tu t'aimes pas, bon on en reste là, on n'en parle plus, on dit ok ils sont teubés, c'est normal, ils ont 12 ans. Nous on est en train d'essayer de parler. Tu peux filer de la qualité aux gamins quand même. Tu peux filer de la qualité bien évidemment. Justement la question elle est là. Donc la vraie question qu'il va y avoir sur ça, ça va être sa structure narrative, ça va être sa mise en scène, ça va être sa proposition. Comme on se disait avec Julien, personne ici autour de cette table n'a de problème en réalité à ce qu'on explore une franchise, qui plus est une franchise comme Star Wars, qui a un univers mythologique très fort, qui est énorme, qui a été exploité des tonnes de fois. Pourquoi pas? Il y a des tonnes de choses à faire sur Star Wars, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on a une proposition qui est un non-événement, c'est-à-dire que c'est une non-proposition. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où qu'est-ce qu'on te dit? On te dit on va vous faire la même chose. Et là, je me rappelle, et j'en reste là pour l'instant, on rentrera dans les détails après, mais je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec Julien Dupuis à côté de moi hier, justement quand on allait voir The Revenant, qui pour le coup, sans rentrer dans le détail du film, Dinari, tout on parlera dans une prochaine émission. Et qui pour le coup est un film qui propose quelque chose de neuf. On se dit c'est un film d'époque. Moi, quand je vois Star Wars, c'est comme quand je vois Jurassic World. J'en ai plus rien à foutre, donc je vais même pas me mettre en colère. Je sors pas en me disant ouais c'est de la merde, je suis un vieux con. C'est Stéphane Moïsakis qui est juste à côté de moi. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un film d'époque. Alors moi, je réponds à ce que tu disais. Moi, je suis allé voir Star Wars dans cette logique-là. Je me suis pas mis en mode critique parce que je sais qui est J.J. Abrams. J'ai vu ces films, je sais à quoi m'attendre. Je vois pas l'utilité d'un J.J. Abrams sur une franchise Star Wars. On m'aurait proposé un autre réalisateur tout d'un coup qui aurait pu être intéressant, une proposition intéressante. J'aurais fait ok. Donc là, j'attendais rien. Donc j'y suis vraiment allé en mode popcorn. Et pour être plus nuancé, sinon plus nuancé, en tout cas plus gentil que mes collègues, moi, quand le film a commencé, et je les ai vus, les Deus Ex Machina, et j'ai vu ce qu'il déconnait en termes narratifs, mais je me suis laissé embarquer. Il y avait la volonté de refaire un peu pareil, de retrouver ce côté on tire sur des vaisseaux dans l'espace, on est super potes. Je trouve que Abrams, dans ses expositions, qu'elles durent un quart d'heure, 20 minutes, c'est correct, ça se laisse regarder, les persos étaient rigolos, ça allait. À partir du moment où Yann Solo arrive et qu'on rentre dans une logique de les mecs, je vais vous faire revivre votre Madeleine de Proust, et ce n'est que ça, c'est-à-dire que je ne change plus rien, j'essaye de faire la même chose, mais je le fais même pas en ayant compris le film original. Parce que la problématique de celui-là, c'est qu'on essaye de te coller exactement les mêmes choses que dans le 4 ou dans le 5, sans avoir compris l'arc narratif des persos dans le 4, sans avoir compris l'importance mystique, spirituelle de la force, ce qu'elle est. On a beaucoup parlé de Star Wars, Campbell, tout ça, mais il y a une logique derrière, il y a une structure, il y a une cohérence mythologique, il y a une volonté d'évoquer quelque chose. Le sujet, ce ne sont pas les vaisseaux spatiaux et les lasers, ils marchent, parce qu'au final, Lux, dans l'Étoile Noire, résout une problématique, se transcende, devient quelqu'un d'autre, comprend la mystique de l'univers. Ici, on te le balance, mais n'importe comment, c'est genre... alors tout d'un coup il y a la force. Alors je vais dire au mec à côté, tu vas me détacher. Notamment avec le personnage de Rey qui c'est surréaliste, découvre ses pouvoirs d'un coup. Qui est cette volonté, je finis là-dessus, qui est cette volonté de se dire je vais prendre une tangente. Alors du coup le truc de la force, je vais te le faire avec le sabre laser dans la forêt plutôt qu'avec les vaisseaux spatiaux. Mais du coup ça te témoigne quand même quand on arrive sur la bataille spatiale du néant total et dans la prise de risque et dans la moindre inventivité. C'est-à-dire que, grosso modo, on te dit l'étoile noire, elle était petite, nous, on en a une plus grosse, et puis on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire. La scène de bataille finale ne raconte rien. C'est hallucinant. Le film ne raconte rien. Je suis d'accord. Voilà, le truc qui est emmerdant, c'est qu'on n'attend pas de Disney, de J.J. Abrams, du fantasme que tout le monde en a, un truc totalement novateur ou plus profond, quoi que ce soit. Moi, j'attends pas ça. Mais j'espérais au moins que le mec ait les couilles de faire 25 secondes dans le film où on se dit là, ça part en sucette, il y a un truc nouveau, il y a un truc différent, il y a un truc inattendu. Jamais, ça n'arrive, jamais. C'est du fan service de base, mais c'est du popcorn estampillé Disney, point barre. Stéphane. Le problème de ce film, c'est que c'est un Star Wars sans être un Star Wars au final, parce que le truc, c'est que c'est quoi Star Wars ?
Je veux dire, c'est un film qui a été fait sous le radar à l'époque, qui a été bricolé par un visionnaire, un auteur qui s'est entouré de tous ces personnes-là, qui a vraiment créé. C'était plus possible, ça, de toute façon. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux réinfuser dans la proposition que tu fais aujourd'hui aux gens, quoi. Bon. Donc le truc, c'est qu'on sait que Star Wars, ça a créé des millions de vocations. Ce Star Wars là, il va rien créer du tout derrière lui, quoi. Je veux dire, ce que dit Yannick, c'est que de toute façon, je veux dire, à partir du moment où les gens l'abordent comme une religion, un truc qui a 40 ans dans leur esprit, pourquoi est-ce qu'en fait on pourrait pas l'aborder pour ce que c'est cinématographiquement Star Wars dans ce cas-là, tu vois? Et Star Wars, c'est ce que c'est censé représenter. Moi, je déteste la prélogie, je trouve que c'est de la merde, ça fait 20 ans que j'ai lâché l'affaire sur Star Wars, mais qu'on le veuille ou non, c'est les films de George Lucas. Jusqu'à un certain degré, hein, parce qu'à un moment donné, il s'est carrément lui-même saboté quand les fans ont commencé à hurler sur Jar Jar, ce genre de choses. Mais au moins, La Menace Fantôme, c'est le film de George Lucas. Alors, ce qu'ils voulaient faire, c'est un autre débat. Ce que eux veulent faire avec ce film-là, là, on parle d'un film auquel tout le monde croyait, contrairement au premier. Et au final, tu sors de là et t'y crois plus. T'y crois plus du tout, parce que le problème, c'est qu'on te vend, enfin, tout le monde y croit tellement qu'on te vend des putains d'orange Star Wars, on te vend des colis de la poste Star Wars, on te vend n'importe quoi. La saturation, elle est là. Et ça, c'est extérieur. Maintenant, le problème du film en soi, c'est ce que disait Yannick, c'est que la mythologie en soi, elle est exploitée de façon mais complètement arbitraire. Ce personnage de Rey, c'est grosso merdo, c'est Luke en femme. Ok, il y a même, comme on a dit qu'on allait spoiler, il y a même une forte probabilité qu'elle soit liée à la famille de Luke. Oui. La Force, elle sait pas ce que c'est jusqu'à ce que, enfin, on en a entendu parler et puis t'as une solo qui lui dit si c'est vrai, ça existe. Elle fait ça existe, ah putain, je vais essayer. Ok, alors et hop, elle essaye et ça marche. Donc Obi-Wan qui apprend à Luke ce que c'est pendant des longues heures et tout ça, etc. La formation on s'en branle. Pareil. L'entraînement, on s'en branle. On verra, vu le plan final du film, Luke va probablement jouer le rôle d'Obi-Wan, mais ça on va pas préjuger sur les suites. Mais le problème de ce film-là, c'est que ce film-là ne recrée littéralement rien. C'est-à-dire que c'est pas seulement en fait qu'on fait du fan service cosmétique, qu'on met le faucon, qu'on met Han Solo, surtout pour revenir 30 ans après, faire Han Solo comme ça, qui n'a pas changé, qui est le même perso, sauf que c'est un vieux, quoi. Donc voilà, moi c'est... Le problème de ce personnage d'Han Solo, c'est que c'est un crève-cœur de voir c'est comme Indiana Jones, effectivement, c'est un crève-cœur de voir le personnage, parce que pour le coup, ça te rattache littéralement à la trilogie d'origine, qui est censée être la trilogie favorite des fans, quoi. Et de te dire, mais c'est pour faire ça, les mecs. C'est pour donner en fait le biscuit à Harrison Ford, qui voulait tuer le personnage en 83 et en lequel on lui a pas accordé ce souhait-là, on lui accorde maintenant. C'est pour ça qu'il est revenu. Vraiment, c'est tout ce que vous lui filez, quoi. Et c'est ça que vous filez aux fans. Vous dites que vous faites un film pour les fans. Mon cul, quoi. Je veux dire, arriver à ce stade-là, cette scène-là, c'est pas possible. Et il y a rien qui en plus amène cette scène. La scène donc je spoil ouvertement la mort d'Han Solo. Il y a rien qui amène cette scène parce que il y a rien qui amène cette scène parce qu'en fait tout le dilemme autour du fils d'Han Solo et du fils de Léa n'est quasiment jamais traité. Le personnage n'a pas évolué. Le personnage de Léa, on s'en branle, elle a 2 scènes. À chaque fois qu'on revient vers elle pour lui dire hey, Han Solo est mort, elle fait ok. Donc voilà, c'est terrible. C'est un film, pour moi, c'est Attila le 1, ce film. C'est derrière, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'on va recréer. Je veux dire, il y a effectivement 3-4 persos supplémentaires, mais qui fonctionnent sur les archétypes. Même le personnage de Finn, ça se termine sur un espèce de cliffhanger qui est similaire au cliffhanger de Solo à la fin de l'Empire contre-attaque. Si on le met en sommeil, on verra ce qu'on fait dans le prochain, quoi. Sauf que dans l'Empire contre-attaque, tout le monde se rappelle du carbone, tout le monde se rappelle de la scène, tout le monde se rappelle du fait que le mec lui dit je t'aime avant et que l'autre lui répond je sais. Et tu te dis putain, ça se termine là-dessus, c'est ça le truc, quoi. Et là, les mecs ils font rien. Le mec il est assommé et on dit bon on se verra plus tard, quoi. C'est terrible, ça ne recrée littéralement rien. Ce film c'est Terminator 5. C'est la même chose. C'est Terminator 5, c'est pas un Star Wars, quoi. C'est du flan. Alors, Rafik avait pris le micro, mais Baptiste voulait réagir. Juste à ces propos, ce qui est assez juste, c'est qu'à nouveau, c'est ce qu'on disait, c'est l'arc narratif du 4 et du 5, un peu du 6, mais finalement, c'est ce que voulait faire Disney. Ce qu'on nous a dit lors de notre enquête, c'est que Disney aurait eu le choix, ils auraient fait un reboot du 4, du 5 et du 6 s'ils avaient pu. C'est tellement puissant, Star Wars, dans l'imaginaire collectif qu'ils n'ont pas pu le faire, pardon. Mais in fine, c'est un peu ça. Après, je serai évidemment pas aussi sévère, et on y reviendra sur le résultat de ce film, mais oui, il y a une part de reboot qu'ils auraient aimé faire, qu'ils n'ont pas pu faire, donc ils l'ont fait en disant qu'ils ne le faisaient pas. Alors attends, Julien, juste après d'abord... Juste un détail quand même, après je passe la parole à Raph, mais c'est très rapide. Il y a David et Alexandre qui ont toujours pas parlé pardon, aussi. Excusez-moi, je vais très vite. Mais Star Wars, c'est un chef-d'œuvre d'artisanat aussi.
c'est magnifiquement bien réalisé, c'est magnifique au niveau de la narration, c'est à la fois complexe et épuré au niveau de sa narration et tout. Et là, ce n'est jamais le cas. Ça me semble important aussi de le rappeler, ça. C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite Luke quand on le voit sur les 3 premières scènes. Moi, je n'ai pas compris le personnage du Stormtrooper là, de Finn. Je ne le comprends pas. Il y a une idée visuelle qui est censée te vendre son espèce de dilemme intérieur, mais vu comment il évolue après, vu ce qu'il réussit à accomplir, il n'y a rien de payant là-dedans. Donc même ça, dans cette espèce de volonté de remake, de reboot, de remise au goût du jour du truc, pour moi, c'est un échec. Ça me semble important de le souligner, quoi, voilà. Parce que ce serait un vrai reboot, ce serait cool, quoi. Rafik. Oui, je rappelle que Rafik n'a pas vu le film. Okay, voilà. et qu'il est là pour troller. Non, en fait, je reprends ce que Yannick disait tout à l'heure par rapport justement au manque de propositions. Il y a un phénomène important qui est qu'il faut rappeler cette dénomination régulièrement, mais l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, La menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith sont des films indépendants, contractuellement. Il faut vraiment insister là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui déteste cordialement la prélogie, c'est limite écrit sur ma fiche Wikipédia, quoi. On pourrait me définir par la détestation de la prélogie. T'as une fiche Wikipédia. Mais c'est comment dire, mais ce sont des films que Lucas a fait en totale liberté avec lui-même. Il en a fait n'importe quoi, il est parti en vrille, mais on peut pas. Voilà, ce sont ses films à lui. Il a voulu essayer un truc, c'était foireux, point final. Là, on est bien avant que le film ne se lance, on savait déjà où on allait. Parce que non seulement Star Wars retourne dans le giron des studios, donc c'est un film qui va être produit pour des raisons qui sont celles qui préoccupent les majors, d'exploitation immédiate, et rentable et ultra rentable, etc. Ils n'ont pas payé 4 milliards de dollars pour ne pas se rembourser au maximum. Et il ne retourne pas dans n'importe quel major, il retourne dans la major qui a défini la politique hollywoodienne de ces 10 dernières années, qui est Disney, et qui donc fonctionne exclusivement sur cette résurgence de la nostalgie 80s, de ce qu'on pourrait appeler le cinéma doudou, en fait. Et donc moi, je n'ai pas vu le film, mais j'imagine effectivement, comme Yannick l'a dit, qu'on peut même s'attendre à ce que, aussi détestable soit-il, ce film-là trouve son soutien, et son soutien y compris chez des gens de 30 ou 40 ans, simplement parce qu'il a rempli sa fonction de doudou, et que le rejeter brutalement, ça serait déchirer le nounours et l'enterrer au fond du jardin. Donc ça joue énormément, et je pense que les gens de Disney en sont bien conscients quand ils entament la production. Les Star Wars n'ont jamais été des films de réalisateurs, ce sont des films de producteurs avant tout. Et là, il faut se mettre à la place d'une Kathleen Kennedy quand elle reprend cette franchise-là. C'est cauchemardesque quelque part à gérer. Moi, je vois même pas comment ils peuvent écrire un script d'un nouvel épisode de Star Wars sans passer par des hashtags sur Internet du genre, bon, alors la princesse Leia, qu'est-ce qu'il a défini aux yeux de cette communauté-là ? Bon, elle est censée faire ci, dire ça et être comme ça. Bon, et c'est exactement ce qu'on va faire. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible, quoi. Alors, je me tourne vers David et Alexandre qui n'ont toujours pas parlé. David. Oui, alors effectivement, moi je suis d'accord avec déjà pas mal de choses qui ont été dites. Et effectivement, quand on revient sur la comparaison avec la prélogie, il y a le fait que Lucas sur la prélogie faisait ce qu'il voulait, et donc dans une certaine manière était dans une prise de risque qui ici n'est absolument pas présente. Il n'y a aucune prise de risque, tout est refait tel que en fait les gens peuvent l'attendre. Et d'ailleurs il y a même une question sur les fans. Qui sont les fans de Star Wars? Est-ce que les fans c'est une communauté ou pas? En fait, tout le monde est fan de Star Wars. En tout cas, les gens qui vont voir les films, il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins fans. C'est soit on a regardé les films et grosso modo on est fan de Star Wars et on connaît l'univers et on a des attentes vis-à-vis de l'univers, soit on connaît pas, on s'en fout et on peut lire des articles de gens qui n'ont pas vu et qui essayent de découvrir et comprennent rien. Enfin, et ce qui est un peu perturbant, c'est pour le coup moi j'ai eu du mal à bouder mon plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont satisfaisantes dans le film. On est content. Enfin voilà, quand il y a le faucon Millennium qui apparaît dans le cadre, on se dit c'est quand même sympa, machin. Et donc il y a quand même des petits plaisirs qui fonctionnent sur la nostalgie, qui fonctionnent sur le côté doudou dont parlait Rafik. Complètement sur l'héritage en fait de ce qu'a apporté le film. Et effectivement le gros problème, c'est que ce qui fait la valeur de Star Wars, c'est qu'à un moment ça a changé le cinéma et ça a changé le monde, quoi. Enfin je veux dire c'est un truc qui a apporté quelque chose. On parle des sabres laser en disant que c'est un truc sympa, mais enfin je veux dire c'est cette idée visuelle d'avoir des sabres lumineux de couleurs qui permettent d'identifier en plus les personnages. C'est une idée de cinéma
qui est hallucinante. Donc forcément, après, quand on continue à l'utiliser, etc., c'est un truc qui est sympa et qui fonctionne bien. Mais tout ce qui a fait la valeur de la trilogie originale, c'est-à-dire un bouleversement total de l'industrie du cinéma, ici n'existe plus du tout, parce qu'on surfe sur l'écume de quelque chose qui a été créé il y a 40 ans. Et voilà. Attends, Stéphane, je vais donner la parole à Alexandre juste. D'ailleurs, justement, je voulais prendre la parole en citant Stéphane qui, tout à l'heure, avant le début de l'émission, disait aux quelques personnes qui ont bien aimé le film qu'il avait l'impression de vivre, c'est quand il est dans une soirée, que les gens sont un peu bourrés, qu'ils se font draguer par une vieille milf dégueu. Et quand il se voyait dans la position du gars qui disait mais non, mais finis pas avec elle est vraiment dégueulasse. Et moi, j'ai l'impression de vivre ça parce que j'ai vu le film hier matin. Oui. J'ai eu les yeux très humides à plusieurs reprises du film. J'ai passé 2h16 absolument pas désagréable. Je me considère pas comme un fan absolu aussi bien de la trilogie que de la prélogie, mais j'avais revu les films avant. Je l'avais vu en testant pour la première fois ce qu'on appelle le machette order, c'est-à-dire le fait de revoir les films dans l'ordre de mémoire 4, 5, 2, 3, 6 en épisode, c'est-à-dire qu'en gros on commence par la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, après on a cette espèce de flashback, on vit la menace fantôme, on a comme une sorte de flashback sur la jeunesse d'Anakin, épisode 2 et 3, et on finit par le retour du Jedi. Donc je m'étais quand même refarci malgré moi, même en supprimant l'épisode 1, la prélogie de George Lucas, que je déteste, évidemment. Et du coup, je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit, même de manière même de la façon la plus violente autour de cette table, sur le manque d'originalité, le manque de prise de risque du film, que je vois moi comme une sorte de fanfiction un peu élaborée et très friquée. On sait que Star Wars a été l'univers qui a généré le plus de fan-films depuis son lancement. J.J. Abrams, il avait 11 ou 12 ans, je crois, quand le premier Star Wars est sorti. Donc voilà, il a fait avec les gros moyens et malgré la surveillance de Disney ce qu'il a voulu faire. Et donc, je me sens, j'ai l'impression, c'est comme on a voté il n'y a pas très longtemps et souvent on n'a pas voté pour quelqu'un mais contre quelqu'un d'autre. On est dans la génération du moins pire, pas du mieux, tu vois. Donc c'est assez désespérant de se dire ça et je suis le premier à le regretter. Mais je m'attendais à tellement mauvais. Après avoir revu le dernier Star Wars qui est sorti en salle, c'était il y a 10 ans, c'était la revanche des Sith avec ces prises complètement ubuesques de position avec la transformation de Dark Vador qui a ruiné pour pas mal de gens la saga. Donc je m'attendais à tellement mauvais, même venant avec cette espèce de, on voyait très bien dans les trailers qu'ils allaient recourir à moins de fond vert, à plus d'effets physiques en plateau, etc. Mais j'étais quand même hyper inquiet après avoir revu les derniers Star Wars sortis, que finalement c'était pas si pire. Et c'est triste de se dire ça, mais le simple fait d'avoir vu un truc effectivement sans aucune originalité et prise de risque venant de Disney, ça m'a suffi. Voilà. Le truc, Alex, c'est moi je suis d'accord jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que le problème c'est que ce film-là il fait ça aussi. Là, tout à l'heure David parlait du sabre laser. Le sabre laser c'est n'importe quoi, tu lui fais pas, il est censé être à Luke, il passe dans les mains de Finn, il passe ensuite dans les mains de machin pour qu'elle lui refile à la fin. Il n'y a pas d'identité, ce sabre laser, c'est-à-dire il est à Luke mais en fait on te le passe, on en fait ce qu'on veut, n'importe qui peut le prendre. C'est comme ce que je disais sur la Force, je veux dire c'est les mêmes prises de position à la con, hein. C'est le même genre de truc où en fait c'est pas parce que Darth Vader finalement il est voilà, c'est juste en fait qu'il y a l'aspect cosmétique il y a un sabre laser donc c'est cool. Oui, c'est pas suffisant quoi. J'aimerais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est bien symptomatique. Tout ce que tu viens de dire est bien symptomatique de notre époque. Et là où je le traduirais pas par on vote pour le moins pire, j'y vois un renoncement total qui est le renoncement à la moindre exigence de notre époque qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que j'en reviens à la même question que je posais au début. C'est qu'est-ce qu'on attend ? On a tendance à oublier un truc, c'est que on se satisfait de cosmétiques, on se satisfait de sabres laser et de vaisseaux, et on se dit c'est cool parce que c'est Star Wars. Et on a apparemment oublié que tout ce qui est à l'origine de ces grandes sagas cultes, ces grandes franchises qui ont bouleversé l'industrie d'une manière ou d'une autre, artistiquement ou économiquement parlant, mais que ce soit Star Wars, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Matrix, que ce soit les Aliens, ou que ce soit Predator, ou que ce soit tout ça, étaient des films qui réussissaient. Pourquoi c'est des grands films populaires ? C'est des grands films qui réussissaient à mêler à de l'innovation technologique une profondeur thématique universelle.
tous ces films-là, que ce soit... Et pour ça, on parlait de Campbell, mais c'est plus large que ça. C'est qu'est-ce qui nous fédère au-delà de nos différences ? C'est des croyances, c'est de la mystique, c'est de la spiritualité. On peut appeler ça comme on veut. C'est concevoir qu'il y a des choses plus grandes que nous. Ça traverse l'histoire de l'humanité. Toutes les traditions orales dans l'humanité ne parlent que de ça. De cosmogonie, de mythologie. Elles sont construites, elles ont un sens. C'est parce qu'elles sont construites qu'elles ont un sens. Et ce que faisait Star Wars, ce que faisaient toutes ces grandes sagas que j'ai citées, qu'on les exploite, oui. Mais si on les exploite sans jamais avoir tenté, ne serait-ce que de comprendre les règles mythologiques et cosmogoniques qui les fondaient, ne pourra jamais fonctionner. Quand moi je vois le Star Wars de J.J. Abrams, même si je le trouve moins intéressant, c'est exactement pareil que ce qu'il a fait avec Star Trek. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, je te fais du zapping télé, je te fais aller très vite, je te mets des monstres, je te mets du bluff, je te fais des blagues. C'est pareil que du Marvel. C'est un mashup, c'est une super non, mais c'est tout le système aujourd'hui fonctionne sur cette logique-là. Et il n'y a personne qui va se dire, alors peut-être quand un Shane Black débarque sur un Iron Man ou des mecs comme ça, qui arrivent et qui se disent, non mais attendez, on va essayer de comprendre quelle est la quintessence du truc pour travailler dessus. On ne travaille plus, on travaille sur la périphérie. Et le fan service, tout ça, c'est des problèmes annexes. Le problème central pour moi de ce Star Wars, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'était la force. Déjà, point barre, de base. C'est une force. Pas tous en même temps. C'est une force qui est gérée comme, c'est ce que disait Alex, comme un fanfic. C'est la force est gérée comme dans Dragon Ball. C'est-à-dire, elle est aussi puissante que ce qu'on a besoin dans la situation. Elle a besoin de savoir se battre avec un sabre alors qu'elle a jamais eu d'entraînement préalable. Hop, elle se bat avec un sabre. Et c'est valable aussi pour Finn qui tout d'un coup trouve le moyen de se battre contre un chevalier Jedi. Enfin, c'est réglé n'importe comment. Mais ça, c'est pour les sabres laser, pour la force, mais même pour le pilote Oscar Isaac, qui ma foi beau garçon, mais alors tu sens pas la prise de risque tu sais que c'est un as du pilotage et il te détruit une étoile noire qui absorbe les étoiles. Enfin, c'est d'une c'est débile et c'est juste qu'ils n'ont pas absorber les codes de Star Wars comme il fallait. Ils les ont absorbés comme des fans. Mais là où je suis pas d'accord avec cette analogie par rapport aux élections, en fait, c'est que pour moi il n'y a pas de fonctionnement binaire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que tu votes Star Wars parce que tu n'as rien en face. C'est qu'il y a des contre-propositions en ce moment, mais elles sont boudées systématiquement et elles sont desservies par les studios. Moi, qui sont les héritiers de Star Wars aujourd'hui ? C'est John Carter, c'est Jupiter Ascending, c'est La Poursuite de Demain. Et c'est ça, ces films-là, pour moi, ils ont compris ce qu'on va chercher dans Star Wars. Par exemple, ce qui est hallucinant dans Le Réveil de la Force, c'est l'absence d'inventivité totale. Je veux dire, mais même pas sur la mythologie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as plusieurs nouvelles planètes qui te sont présentées. Il n'y en a pas une qui change un peu. C'est une forêt, une planète de glace comme Hoth et une planète de désert comme Tatooine. C'est hallucinant. Tu n'as pas, je veux dire, au moins dans les préquels de George Lucas, tu avais des nouveaux aliens, tu avais des nouveaux trucs, tu avais des nouveaux. Là, tu n'as quasiment rien. Le nouveau méchant, il a une espèce de simili-casse qui est une espèce de démarquage de Dark Vador, puis ça s'arrête là. Et le personnage est un peu plus ado, mal dégrossi, quoi. Voilà. Oscar Isaac, c'est le nouveau Han Solo. Elle, c'est la nouvelle, c'est le nouveau Luke. Une repompe. Même les personnages sont des repompes David. Et justement, le problème des 3 exemples que tu as cités, qui sont le nouveau Star Wars, le problème, c'est que ça a été des échecs. Donc en fait, pourquoi Disney veut le film comme ça ? C'est parce qu'en fait, il cherche à faire le film qui va, entre guillemets, contenter tout le monde. D'ailleurs, il y a quand même, pour moi, un des points positifs de ce nouveau film, c'est qu'on est quand même dans le plus gros blockbuster du moment, qui sera certainement le plus gros succès de tous les temps. Et il y a quand même un petit aspect progressiste dans le film. Mine de rien, c'est une fille qui est dans le rôle principal, qui est traitée vraiment comme un personnage. Non, mais il y a un truc, c'est pas. En fait. Non, oui, mais je veux dire, je suis d'accord qu'on s'en fout, mais je veux dire, il y a pas le code du damsel in distress. Elle se prend en compte elle-même. Elle sort du truc. C'est pas du tout une idée nouvelle et propre à mais notre ce que je veux époque. dire, c'est que ça fait aussi partie. Laisse finir David. Ça fait aussi partie du plan marketing général de Disney, qui cherche un truc qui va toucher le plus grand public possible. Oui. Et c'est un personnage qui avait été conçu dès 1981 ou 2. Oui, mais qui sort au cinéma maintenant. Oui, mais justement, mais l'idée c'est que Gary Kurtz et George Lucas avaient déjà commencé à travailler sur les idées des épisodes 7, 8 et 9 avant de se lancer dans le Retour du Jedi, et il était question que l'épisode 7 nous présente
la sœur de Luke, qui n'était donc pas la princesse Leia, et qui aurait été le nouveau héros de la trilogie à venir. Ça veut dire qu'au moins au niveau des créateurs, au début des années 80, on était déjà dans l'idée que c'était possible d'amener dans le cinéma hollywoodien une trilogie portée par un personnage féminin. J'ai l'impression, à entendre les spoilers que j'ai entendus tout à l'heure, qu'ils ont justement été empruntés à ce work in progress, puisque la mort de Solo était déjà évidemment quelque chose qui avait été largement discuté. Et par Harrison Ford lui-même qui voulait mourir à la fin. Déjà Harrison Ford le souhaitait, et puis Gary Kurtz, moi je l'avais rencontré en 2004, il m'avait raconté ce qu'aurait dû être la revanche du Jedi, avant qu'il se brouille avec Lucas et qu'il s'en aille, où il n'était évidemment pas question d'étoile noire, mais entre autres événements, donc on avait Han Solo qui se sacrifiait dans la bataille finale pour sauver ses amis, et le film se terminait sur une note douce amère, un peu à la Retour du Roi, avec après la victoire, le fait que la princesse Leia devait reprendre ses fonctions de reine et donc mettre un terme à la vie d'aventurière qu'elle avait pu connaître, et ça se terminait avec une image de Luke de retour sur Tatooine qui mettait sa bure sur la tête et qui s'en allait vers l'horizon, et en fait on avait l'impression qu'il était devenu Obi-Wan. Donc on terminait vraiment sur cette note douce amère, et donc là j'entends effectivement le fait qu'on ait une héroïne sur une planète simili Tatooine, d'après ce que j'ai vu, et la mort de Solo. Enfin on est vraiment dans ce qui était prévu dès le début des années 80, mais qui sort maintenant au cinéma, qui est permis par l'époque d'aujourd'hui et par le fait que maintenant le consensus des majors. Le consensus qui est visé d'ailleurs. Attends Daniel, Mathieu avait saisi le micro il y a bien 10 minutes, je pense. Tout le débat, non, mais tout le débat est intéressant, mais en même temps, il y a deux choses. La première chose, c'est que quel âge on a autour de cette table ? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est essentiellement des gens qui avons découvert. De 40 ans. Non, mais toi, t'es très jeune, mais sinon, Baptiste est très vieux, et puis moi, je suis au milieu. Mais sinon, sincèrement, c'est-à-dire qu'on cherche tous aussi à revivre quelque chose qu'on ne pourra jamais revivre. Autrement dit, la sortie de la découverte de la prélogie. Mais si, un petit peu. Et après, ce qui est intéressant, et là, je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est. Sauf que les gamins sont teubés, parce que même ma fille a 11 ans, elle n'est pas teubée, elle va apprécier le film, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais les gamins aujourd'hui, ils vivent dans l'époque que nous avons décrite, c'est-à-dire une époque où règne une société ultralibérale, où on va vendre des jouets, où on va servir de tout ça comme un effet de promotion, où on va mettre des héros qui sont des héros, des caractères féminins, mais pas du tout, parce qu'on croit, comme Lucas avait pu le faire quand même en 77, en sortant une princesse Leia qui était quand même un personnage féminin fort, une princesse qui se sauvait elle-même par rapport à des héros masculins qui galéraient à venir la chercher. Là, on met un black et une meuf, clairement, parce qu'il faut séduire une nouvelle génération et les inciter à aller acheter des jouets, etc. etc. Il n'empêche que cette génération-là, elle vit dans le monde qu'on a construit nous ou nos parents, et qu'elle va aimer ce Star Wars-là. Je veux dire, faut pas se voiler la face, et je pense que les entrées en témoigneront. Alors nous, on peut dire, et moi je suis d'accord avec globalement tout ce qui a été dit, même si je suis un peu moins sévère, que oui, c'est pas un excellent Star Wars, ça reprend tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, il n'y a aucune invention, sauf qu'ils ont fait puissance 10, c'est-à-dire en gros, on détruit pas Alderaan, on détruit une galaxie entière. Je trouve cette scène d'un ridicule absolu. Ils ont convoqué les personnages, Leia, à part Han Solo qui vient, mais on sait pourquoi il vient, c'est-à-dire c'est pour mieux le tuer, ce qui est quand même ce qui devait être fait. Je me tourne vers Rafik pour confirmer, mais ce qui devait être fait à la fin de l'Empire contre-attaque ou dans le Retour du Jedi. Donc voilà, mais la princesse Leia, elle a combien de minutes dans le film ? Je veux dire, on la voit pas. On ne la voit pas. Luke Skywalker, il a combien de minutes dans le film ? Alors certes, Disney nous dit non, mais ok, bien sûr, il y a le 8, il y a le 9, et ça nous permettra de rentrer davantage dans les personnages, mais on ne reste qu'en surface sur la totalité du film. En surface, effectivement, il y a des incohérences. Alors sur le sabre laser, je suis moins d'accord, parce que Harrison Ford s'en est servi aussi dans l'Empire contre-attaque, il le prend. Tout le monde peut prendre un sabre laser, il n'y a pas de problème. Sur la Force, oui, c'est ridicule, c'est complètement con. Enfin, honnêtement, oui, elle découvre son truc, mais c'est parce qu'ils sont en train de reposer toutes les bases pour faire ce que disait Baptiste tout à l'heure, un reboot. Ils vont nous faire un reboot, ils vont enchaîner derrière sur le 8-9, avec des spin-offs qui arrivent aussi d'ici 2020 pour se faire du pognon, parce que c'est le seul objectif de Disney. C'est-à-dire que Lucas, qui était une réaction à Hollywood, une vraie réaction à Hollywood, je veux dire, c'est le paradoxe de Lucas qui reste un cinéaste indépendant aujourd'hui, voire le pape du cinéma indépendant, et qui aujourd'hui vient de céder à l'archétype d'Hollywood, à une multinationale qui n'a qu'un objectif, faire du pognon, et ils vont faire du pognon, ça va fonctionner, j'ai aucun doute là-dessus. Moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur le monde libéral dans lequel on vit, qui est à mon sens un monde libéral de merde, où aujourd'hui en fait on est obligé de prendre... Non mais c'est vrai, on est obligé de traiter la princesse Léa comme en esclave en fait, en disant non mais on va arrêter ça parce que c'est pas possible. C'était il y a 30 ans, t'as envie de leur dire bah lâchez l'affaire les mecs, lâchez prise, c'était il y a 30 ans, c'est pas vous. C'est pas parce que ça vous appartient, Star Wars, que vous avez le droit de faire ça, de changer le passé, quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est toute la façon d'aborder ce nouveau Star Wars qui me pose problème, exactement. Je suis pas sûr
que ça va créer des vocations contrairement aux films originaux. Je pense pas d'ailleurs que la prélogie en ait créé en fait. C'est-à-dire que oui, tout le monde a kiffé comme aujourd'hui tout le monde kiffe celui-là à l'époque, et aujourd'hui tout le monde reprend le truc en disant ouais bon c'est vrai que la prélogie là c'est quand même mieux. Donc là bon voilà, moi je trouve que c'est pas mieux. Je trouve que c'est pas un film de visionnaire comme les Star Wars pouvaient être, y compris la prélogie, même si je la déteste. C'est des films de corpo. Et le problème que j'ai derrière ça, c'est pas une question de j'aimerais revivre ce que j'ai vécu à l'époque, parce que je m'en fous. Ce que j'aimerais, c'est lâcher prise sur Star Wars. Et on me l'autorise pas avec ça. Donc très bien, je l'accepte. Mais proposez-moi au moins quelque chose d'un poil de cul consistant, un poil de cul, quelque chose qui me fait frissonner. Là, le problème, c'est que on me propose de revivre quelque chose que j'ai pas forcément envie de revivre. J'ai envie qu'on me propose quelque chose de nouveau dans cet univers-là, parce qu'effectivement, c'est un univers que j'aime. Et le truc qui me fait peur, c'est que vu que ce film ne crée rien, et qu'ils ont un film par an pendant au moins 20 ans, parce que c'est ça l'investissement financier derrière Star Wars, c'est pas les 4 milliards pour récupérer 4 milliards, c'est 4 milliards pour récupérer 40 milliards. Donc tu vas avoir 10, 15, 20 films jusqu'à ce que ça arrête de marcher, et on fera n'importe quoi, et on fera ce qu'on veut, et voilà. Très bien, ça leur appartient. Mais nous, on peut pas lâcher prise derrière ça. C'est ça le problème. Star Wars, c'est... Allez, même si j'y crois pas à ce que je dis exactement, personnellement, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est comme ça que les gens le prennent. Et c'est clairement comme ça qu'il n'est pas traité aujourd'hui, parce que c'est pas traité comme un film, c'est traité comme un putain de produit. Et c'est un souci, quoi. C'est un gros souci pour moi, parce que l'imaginaire est mort avec ce putain d'épisode 7. Il est pas... L'imaginaire... Non, mais voilà, l'imaginaire est mort en fait quand tu dis, et c'est tombé dans les mains des corpos quoi. Donc le souci. Baptiste qui... Non, je vais juste revenir sur la création de vocations. Malheureusement peut-être, mais la prélogie a créé des vocations, et oui, ça a créé la religion de Jedi, tous ces Jedi qu'on a rencontrés. Déjà là avec les 3 premiers. C'est avec la prélogie. Malheureusement, la prélogie je l'aime pas, mais que la religion de Jedi s'est fédérée, a explosé. Voilà, donc peut-être que celui-là créera des vocations. Je sais pas lesquelles encore, c'est l'avenir qui le dira. Alors Alexandre. Ouais, juste, ça me surprend vu l'assistance autour de cette table qu'on n'ait pas déjà parlé de Mad Max Fury Road. Mais c'est vrai, c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est ce qui confirme complètement les critiques qui sont formulées depuis tout à l'heure sur cet épisode 7, et ce qui est cruel pour Abrams, c'est justement le fait qu'une autre franchise glorieuse née à la fin des années 70 soit revenue sur grand écran cette année 2015 avec Mad Max Fury Road donc et qui fait tout ce que justement Stéphane et les autres autour de la table regrettent que Abrams n'ait pas fait, c'est-à-dire que ça reprend un héritage certes, mais en l'emmenant dans une direction complètement différente, en exploitant à la fois les prouesses techniques autorisées aujourd'hui, tout en faisant du cinéma entre guillemets à l'ancienne, avec ce respect des cascades, etc. Et en ayant une histoire digne de ce nom, enfin bref, et des personnages. Donc, et puis bon, ce qui est pas innocent, c'est que c'est c'est George Miller qui a eu en charge toute sa saga, donc il peut s'autoriser justement à partir dans la direction qui lui chante, contrairement à Abrams qui, je pense, lui, au-delà des carcans disneyiens, actionnaires, multinationales, etc., même s'il y a Laurence Kasdan, qui était scénariste sur notamment l'Empire contre-attaque, qui a coécrit le script avec lui, on sent que la pression énorme qui était sur ses épaules, plus son côté révérend en tant que fan qui a grandi avec Star Wars, lui interdit toute prise de risque. Et son manque de talent, de couilles, enfin bref, on peut sans doute partir sur plein de choses. Mais bref, je voulais juste parler de Mad Max Fury Road parce que c'était quand même curieux d'avoir cette année bizarre de ne pas en parler. On risque pas de vendre des peluches Mad Max, donc il y a aussi ça qui sort de l'équation. Ça, c'est sûr que ça sort de l'équation. Moi, je suis surpris par l'affect qu'a Stéphane, en fait, pour moi, Star Wars était flingué dès qu'ils ont commencé à refaire les épisodes 4, 5, 6 en version remix, où tout d'un coup Yann Solo tirait plus. Il essaye de voler le d'accord avec toi, c'est totalement flingué, mais le problème c'est que ça dépasse même ce que moi je pense de Star Wars. Là on touche à exactement ce que Star Wars est censé être aux yeux de tout le monde. Je parle, ça m'énerve, mais c'est ça qui m'énerve en fait, c'est la logique même. Je comprends ton affect, mais en fait il faut se faire à l'idée. Star Wars tel qu'on le connaissait quand on était est mort. J'ai l'idée qu'on vit dans un monde de merde. Non, d'accord. Pourtant ils t'ont fait un personnage un peu gauchiste qui se rebelle contre l'autorité, le dictat de son propre. Tu sais, le problème de ce film-là, c'est qu'en fait, il croit pas une seconde à ce film. Personne n'y croit à ce film. Mais c'est ça le problème. Harrison Ford, il y croit pas. J.J. Abrams, il y croit pas. Laisse-le parler. Stéphane, le problème, c'est que forcément, ils sont condamnés à être dans la caricature de la caricature, de faire une photocopie de la photocopie. Et du coup, la seule manière qu'ils ont d'être un petit peu surprenant,
c'est de jouer contre les codes. Moi, alors, c'est peut-être une mini-victoire ou un petit satisfait, mais Kylo Ren, je trouvais que le personnage fonctionnait bien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont retourné le code, ils l'ont montré, ils l'ont démasqué dès le début, alors qu'on se disait ouais, ils vont le garder à la fin, ils vont refaire la même chose. Non, ils l'ont montré dès le début. Ils ont montré que c'est un putain de bébé freudien, Génial. Non mais tu vois, c'est la seule manière qu'ils ont maintenant aujourd'hui, cette espèce de grande franchise de maintenant de jouer le contre-pied. C'est leur seule méthode, et d'ailleurs c'est la seule chose qui fonctionne dans le film. Yannick. Ouais. Alors moi je trouve je trouve la colère de Stéphane super saine. Je l'ai perdu. Merci. Non, mais je l'ai perdu. C'est notre petit. Je l'ai perdu, ça m'énerve. En fait, ça va m'énerver de pas être en colère. C'est cool. Parce que pendant des années, pendant des années, je l'ai été. Ce que j'entends de manière des fois consciente et de manière complètement inconsciente, et ne serait-ce que dans le champ lexical qu'on emploie ici, on est condamné à, et puis c'est comme si. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un renoncement qui est terrifiant en réalité. Les contre-propositions dont parle Julien sont malheureusement des contre-propositions qui se ramassent. Ce sont des gens qui ont compris ce qu'était une mythologie, la construction d'un scénario, ça se ramasse. C'est comme si, tout d'un coup, tout le monde se dit, bon, alors on peut dire, ouais, on est des vieux cons, on a 40 ans. C'est des contre-propositions qu'on sabote. Non, mais qu'on sabote. C'est encore pire que le fait on va nous ressortir le vieux con, tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous, je suis pas là en train de dire, j'attends rien, j'attends le minimum syndical. J'attends d'un film qui soit un minimum captivant et qui soit un minimum correctement écrit. C'est juste, ça s'est oublié complètement. Et ça, on a l'impression de parler de Star Wars comme si c'était un cas différent, plus important que tous les autres. C'est la même chose depuis des années sur toutes les franchises, sur toute la façon dont se pense le cinéma aujourd'hui. C'est ça qui est terrifiant. C'est le paradoxe du vieux con aujourd'hui qui est de vouloir de la nouveauté et qu'on en finisse avec le passé. Exactement. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur la mythologie, etc., m'a renvoyé à toutes vos discussions autour du sabre laser. Alors je vais être un peu pédant, ça fera peut-être du bien dans cette émission, voilà, pleine d'affect, mais ça m'a rappelé le simulacre et simulation de Baudrillard, en fait, qui d'une certaine façon projetait ce qu'allait être la société du 21e siècle en expliquant que le simulacre qui était là pour traduire quelque chose d'une expérience ineffable du réel avait fini par précéder et déterminer ce réel. Et prenez l'exemple de la croix. La croix qui est censée représenter l'idée de Dieu, donc quelque chose auquel on n'a pas accès et qui le renferme à un point tel que les croyants ne finissent plus par voir Dieu qu'à travers cette croix, et suggérant au fond l'idée que Dieu n'a jamais existé et que seule la croix existe. Et j'ai l'impression que le sabre laser remplit cette fonction. Le sabre laser, il est devenu l'icône c'est un sabre laser avec une croix dans celui-là. En plus. Mais le sabre laser est devenu l'icône d'un mythe qu'on avait du mal à définir, en fait, qui était pendant des années. Il faut se rappeler que pendant des années, on s'est demandé pourquoi Star Wars, quoi. Dans les médias, on n'arrivait pas à comprendre l'impact délirant qui ne pouvait pas être justifié par des choses simplement commerciales ou simplement du cinéma de divertissement, mais que quelque chose de profond était en jeu. Et ça se résumait au sabre laser. Sauf qu'aujourd'hui, le sabre laser n'est plus qu'un sabre laser et suggère l'idée qu'au fond, Star Wars n'a jamais existé. Et alors, je remercie Rafik de me permettre de rebondir sur un autre bouquin de Baudrillard. Donc, je vais être vieux compédant numéro 2. Et le vieux compédant numéro 2 va citer le nouvel ordre victimal de Baudrillard qui finalement nous ramène à tout ce qu'on disait sur le doudou, sur cette résignation totale face au monde contemporain dans lequel on est, dans lequel on va se victimiser quelque part de ne pas revivre indéfiniment ces 30 glorieuses qu'on a vécues il y a 20 ans. Et tout ça se tient. On est dans l'image de l'image, on n'est plus dans le réel. C'est vrai que pour revenir de façon très prosaïque, cette accusation qui est un peu systématique, mais qui était déjà là sur la prélogie de « tu n'as pas aimé parce que tu as perdu ton âme d'enfance, tu y es allé en étant un vieux et machin, etc. » Pour moi, je ne peux pas l'entendre, ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, j'ai 6 ans quand je vais voir John Carter. C'est encore possible. Seulement, moi, pour avoir 6 ans, j'ai besoin d'être émerveillé. J'ai besoin qu'on me propose quelque chose de neuf. J'ai besoin qu'on montre un univers qui soit cohérent. Pas un truc où on te dit il y a une république, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle est sa relation avec la rébellion et la première ordre, et puis tu l'exploses comme ça au détour d'une scène, n'importe comment. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Et c'est un film qui ne me raconte pas une histoire. C'est aussi simple que ça. David. Le côté défaitiste, avec Star Wars, on est obligé de l'avoir jusqu'au bout quand on sait que c'est quand même le réalisateur de Jurassic World qui va faire l'épisode 9. C'est foutu d'avance, c'est même pas la peine d'aller le voir.
Il y a Rogue One aussi. Il y a Ryan Johnson pour le 2, qui n'est pas un réalisateur que j'adore, mais qui est beaucoup plus intéressant. Et puis il y a Rogue One qui peut aussi apporter des choses nouvelles. Donc non. Et puis je veux dire, là, il y avait, pour moi, il y avait une. Je parlais tout à l'heure de proposition niveau cinéma, mais même sur Star Wars, t'en as déjà eu à l'époque des préquels. C'est-à-dire que quand Genndy Tartakovsky vient et qui te fait Clone Noir, tout à coup tu te dis mais putain, il y a quelqu'un qui peut encore me faire triper avec un combat au sabre laser. Il y a quelqu'un qui est capable de me faire un vrai duel avec plein de dramaturgie et avec des images qui en jettent. Donc non, pourquoi être défaitiste ? Et pourquoi perdre cette colère-là ? Pourquoi se dire je vais me contenter de ça, je m'étais déjà fait violer une fois, finalement, là j'ai couché, finalement je sais ce que c'est. Les gens, ça ira un peu plus sincèrement, le truc, doucement. c'est qu'au-delà du défaitisme, le problème c'est que si ce film fait ce que tu dis qu'il est censé faire, c'est-à-dire dépasser Avatar, en gros la donne elle est lancée. Je veux dire, les mecs, ils vont pas chercher plus loin. À partir du moment où ils prennent pas de risques, à partir du moment où, de toute façon, c'est leur logique. Je veux dire, à partir du moment où ils vont se dire, mais c'est ça que le public veut, eh ben ils vont refaire ça dans le prochain, et dans le prochain, et dans le prochain. Quand Yannick évoque Iron Man 3 sur Iron Man 3, c'est un film qui a été fait qui a été lancé dans le succès d'Avengers, si tu veux. Alors avant même que ça soit un succès, donc personne ne savait ce qu'ils étaient en train de faire sur ce film, et ils lui ont un peu lâché la bride. Et le film était lancé, c'est pas réussi. Hein. Il y a plein de trucs qui posent problème. Là, le problème, c'est que ce soit Trevorrow ou que ce soit n'importe qui d'autre. Ou même Brad Bird. Moi je pense que Brad Bird il a refusé parce qu'à un moment donné il a vu le cahier des charges, il a fait non, j'allais faire Tomorrowland quoi. Parce que je vais me vendre pour pouvoir éventuellement faire Tomorrowland alors que je peux faire Tomorrowland maintenant. Et je pense que lui il en paye le prix. Hein. Je pense que sincèrement tu dis pas à ton patron non, je fais pas ton plus gros film de l'année, tu vois. Et ton patron te dit ok on te garde sous la main, mais bon. Tu nous fais chier, donc on va te faire chier jusqu'au bout. Il faut croire au cinéma, il faut croire au cinéma de l'imaginaire, et c'est encore aujourd'hui possible de faire du cinéma de l'imaginaire. Et tu ne peux pas dire ça quand tu as passé une année comme l'année 2015, où on a quand même eu une palanquée de très bons films qui avaient des tas de propositions neuves. C'est pas possible. Donc voilà, quand l'année 2015 se termine avec le réveil de la force, oui, on est en droit d'être énervé contre le réveil de la force et de se dire on peut faire autrement. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Notre temps est écoulé malheureusement. Merci messieurs à tous d'être venus. Merci à Jules, à la technique, autant que pour l'accueil. Nos ciné prend quelques vacances, mais on ne vous abandonne pas puisqu'on va démarrer tout prochainement notre série de Noël. Un florilège de films et de séries de 2015 sur lesquels nous n'avions pas eu le temps de nous attarder. De quoi vous faire patienter d'ici la rentrée en cette belle année de cinéma. N'en doutons pas qui s'offre à nous. Rendez-vous début janvier. J'arrive plus à parler, c'est très bien. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Subura, sur Le Pont des Espions, sur Spectre, sur Crazy Amy, sur Seul sur Mars, sur les Muppets, sur Crimson Peak et oui, sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à très bientôt et bonne fête. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!